Cela fait maintenant 200 ans que l'ère des Dofus a pris fin, causée par le grand déluge qui, au passage, a transformé les continents en archipels. Grand déluge provoqué par Ogrest, un ogre au pouvoir rivalisant avec les dieux. C'est alors qu'il pleurait pour un chagrin d'amour qu'il provoqua avec ses larmes l'inondation du monde des 12, le grand déluge, le chaos d'Ogrest. Et le Wakfu, l'énergie primordiale, se retrouva perturbé par une drôle d'entité. Bon j'espère que je dis pas trop de conneries parce que je suis pas hyper bien calé sur le sujet. Ce que je sais en revanche, c'est qu'à la base, Dofus est un MMORPG. Me porg. Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur qui, je pense, est connu d'un grand nombre. Putain, je me rappelle quand j'y jouais en ligne au collège sur l'ordi portable de mon père en écoutant la BO d'High School Musical 2. Ouais, j'étais pas le 6ème le plus cool du bahut. Mais t'assumes, et ça c'est beau. Joue le jeu au moins. Une belle licence qui a pris énormément d'ampleur depuis sa création en 2004 pour exister maintenant sous plusieurs supports, comme d'autres jeux vidéo comprenant la suite Wakfu qui donnera la série animée donc, mais aussi des BD, des mangas, ou manfra pour les plus pénibles, des romans, des comics et pour le coup je capte pas la différence avec les BD, mais elle doit exister, des jeux de société, un magazine et un film magnifique. Et franchement je vais pas aller plus loin sur l'univers riche d'Ankama car déjà c'est pas le but de la vidéo, et de plus... flemme. Là aujourd'hui on va s'occuper de la saison 1 de Wakfu, qui de souvenir est super, mais assez enfantine, et un peu aborder le lien avec le film Dofus. Oui, parce qu'en plus de la série et du film, toutes les créations d'Ankama sont interconnectées entre elles pour créer un univers cohérent et unifié. Chose que j'aime beaucoup, je trouve ça très agréable d'avoir une œuvre cross-média qui est liée de toutes parts. Et vous savez ce qui est très agréable aussi ? Le générique. Oh mon dieu qu'il est épique. Je peux comprendre qu'on accroche pas, il peut être autant ridicule que génial. Moi j'adore. Bah oui, sûrement un des meilleurs génériques français. Coupant comme une lame, rapide comme l'éclair. Putain, pas faux. Il faut qu'on arrête de chanter à chaque vidéo. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. Pardon. Lance le générique, vite. Je vais pas pouvoir me retenir plus longtemps. Ouais, je comprends. Générique. Sonic, allez accrochez-vous. Tant pis si je cours plus vite que vous. Mais du coup, ton cousin, il s'en est sorti? A priori, il est sorti d'affaire, oui, mais son homme l'a bien entamé. Waouh, force à vous les gars, hein. Je pensais pas que ça finirait comme ça, cette histoire. J'aurais pas imaginé si vite à ce point, j'avoue. C'est d'ailleurs pour ça que je t'appelle, je voulais être sûr que ça allait bien pour toi et que tu n'aies pas contracté l'ombre toi aussi. Bah pour l'instant, ça va, j'ai rien vu de bizarre. Mais pourquoi? Tu penses que ça va m'arriver? Bah, tout porte à croire que ça arrive particulièrement aux gens proches de moi. Bah j'espère pour toi que c'est pas le cas, mais à surveiller. Sinon, t'as regardé Wakfu, toi? Donc la saison 1 de Wakfu réalisée par Ankama Animation, diffusée pour la première fois en France le 30 octobre 2008 sur France 3. Viens vivre une expérience inédite avec l'intégrale Wakfu. La série débute sur un plan en vue de 3/4 qui ressemble très fortement à la 3D isométrique du jeu pour très vite switcher sur un cadrage plus classique. On découvre alors un étrange personnage qui se balade avec une poussette pendant que les passants parlent de lui comme s'ils n'étaient pas capables de les entendre. Ça sent l'orage. Il n'y a plus de saison. Le monde devient fou. Chaos d'Ogrest. Mais il est étrangement laid cet homme. C'est moi ou il pue le vioc? C'est quoi comme race? Un Odolk? C'est Clodo à l'envers. Après ça, le vieux bizarre se fait attaquer par une bande étrange commandée par un drôle de type, un Xelor, un mage du temps, dans une scène d'action très neketsuesque. Faut dire qu'ils attaquent quand même un dragon. Un dragon? C'est un dragon. Un dragon. Ce dragon s'appelle Grugaloragran. Un vrai nom de dragon, quoi. Plus que Cédric? Au hasard? Bon, faut dire qu'en général, les dragons, on n'essaye pas de les taper. Donc Nox, le Xelor, va quelque peu se faire embarrer. Quelle heure est-il? L'heure du clash. Direction le fun. Quelle heure est-il? L'heure du trash. Et Nox se prend une droite. Le Xelor arrive en ville et il finit en blackout. Bah tu vois que t'assumes. Je dirais même, j'assure. Bah, crois pas que t'es Willy Denzé non plus. Qui? Ouais. Bref, après la branlée donnée au Xelor, on retrouve notre dragon Grugaloriguan qui surveille deux hommes, deux Zénithrophes, des chasseurs de trésors, qui décident de se séparer, car Alibert, le plus jeune, ne souhaite plus continuer sa chasse. Le dragon dépose le bébé non loin du jeune Zénithrophe qui choisit de le prendre sous son aile. Et c'est des années après qu'on retrouve Hugo, qui a bien grandi et qui vit heureux avec son père adoptif dans leur auberge, où Ruel, l'ancien
l'ancien camarade d'Alibert vient leur rendre visite. C'est une belle journée, alors ne viens pas la gâcher, s'il te plaît. Assieds-toi, vieux filou. Alors qu'ils se rappellent leur aventure passée, ils sont vite arrêtés par un monstre. Visiblement un humain contrôlé par un chouchou. Un chouchou? Il est possédé par un chouchou? Et c'est Hugo qui découvre pour la première fois ses pouvoirs qui retire le chouchou du pauvre type. Et c'est la fin du premier épisode, et c'était plus ou moins comme le souvenir que j'en avais. Cool, mais un peu enfantin. Même si la première scène d'action entre Nox et Grugal est super bien animée. Tout à fait, puis encore une fois de souvenir, c'était seulement cette première saison qui était enfantine. J'ai déjà hâte de parler de la saison 3. Hop, commence déjà par finir cette saison. Donc, après avoir sauvé Messire Tristepin Percedal, chevalier de l'ordre des gardiens de Chouchou. un Yop, les Yops sont des guerriers qui foncent sans réfléchir. D'ailleurs, il y a un truc un peu étrange dans l'univers de Dofus et de Wakfu. Les classes. Ici, les Yop, les Énutrophes, etc. Les classes définissent autant ton apparence que si c'était des races. Tu veux dire comme dans les jeux de rôle? Type Donjon Dragon? Exactement. Dans Donjon et Dragon, la classe, ce serait, disons, rôdeur par exemple. Un humain autant qu'un elfe pourrait l'être. Yes. Alors qu'ici, la classe est visiblement aussi la race. Les Kras sont tous des archers blonds aux oreilles pointues. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait faire un petit récap des classes, non? Exact. Au moins c'est fait. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a les étendues de Kras, des archers qui ne jurent que par leur arc. D'ailleurs, Kras à l'envers, ça fait arc. Petite subtilité qu'Ankama a glissé dans pas mal de ses classes. Ensuite, donc, les cœurs de Yop, des guerriers intrépides qui foncent et réfléchissent après. Puis les doigts d'Énutrophes, les fameux fous de trésors et d'argent. Eux, à l'envers, ça fait fortune. Les ombres de Sram, des assassins sournois et perfides. Les sabliers de Xelor, les mages du temps. À l'envers, ça fait Rolex, une montre, l'heure, le temps, yes. Le bouclier des Feka, des protecteurs nés, le soulier des Sadida, des invocateurs de végétaux, le fouet d'Osamodas, je vous le fais pas à l'envers, des invocateurs d'animaux, la pièce des Ekaflip, des joueurs invétérés, la chopine des Pandawa, des guerriers adeptes d'arts martiaux, la ruse des roublards, si je dois vous expliquer là, le sang des sacrieurs, des berserkers, et les mains des Niripsa, des grands guérisseurs, et oui à l'envers, ça fait aspirine. Bon, il y en a d'autres, mais pas au moment de la sortie de la série. Je crois. Donc la cervelle de Yop arrive remercier Hugo pour l'avoir libéré de son chouchou Rubilax, seulement entre-temps, il y a eu une attaque de petites créatures et les villageois ainsi que le pauvre Alibert se sont fait pétrifier. Herbifié. Ils décident alors de partir à trois, Hugo, Ruel et Tristepin, dans la forêt pour annuler le mauvais sort et tombent sur une Kra et une Sadida. Je me prénomme Évangéline, et voici Amalia. Nous sommes toutes deux en pèlerinage. Elles vont les aider, touchées par l'histoire d'Hugo, et Amalia, qui est en réalité princesse du royaume Sadida, va réussir à apaiser le cœur d'un arbre très ancien qui rendra la vie aux villageois ainsi qu'à Alibert. Toutefois, ils n'auront pas le temps de souffler, que Nox apparaîtra pour récupérer des infos sur Grogalo Membrane auprès de Hugo. Alibert s'attaque alors au Xelor, mais prend un sort du temps en pleine face qui le vieillit fortement. Deux mauvais sorts dans la même journée. Pas de bol. Donc, après avoir vu un message programmé par Grogalor Ariane, Hugo souhaite retrouver sa véritable famille, encouragé par Alibert, et toute la clique décide de le suivre. Une grosse épopée va alors débuter pour notre belle bande, et ils vont rencontrer et affronter bon nombre de beaux loustiques, comme Miranda l'Ekaflip et son mari Cabroc le Samodas, qui est en réalité le Corbeau Noir. Et Mims, la Miranda, là. Attends, ça fait de moi un furie? Oh putain, tout mais pas ça. Dégénéré, va. Bref, je disais, ils rencontrent les Kaflip dégueux, mais aussi un groupe de princesses moches qui ont reçu une malédiction. Bonjour le message sur la beauté. Et évidemment, c'est Évangéline qui gagne, choisie par Pimpin. Merci, Pimpin. Pimpin, c'est Pimpin. Et un début de rapprochement débute entre la Kra et le Yop. Bien qu'elle le trouve stupide, Cervelle de Yop. ils affrontent ensuite Vampiro, un autre Yop du nom de Wagnar, possédé par son chouchou qui avait capturé Évangéline, renforçant cette fois-ci la relation entre Eva et Amalia. Une petite engueulade aura lieu entre l'équipe et Ruel, qui est tout de même très égoïste, mais se rattrapera à la fin de l'épisode. Ils découvrent que la carte qu'ils avaient récupérée est un chouchou mineur, chose importante pour la suite. Ils arrivent en ville à la recherche de bateaux pour trouver l'île où Hugo doit se rendre, mais ils n'ont malheureusement pas les kamas, l'argent de cet univers. Ce qui les emmène à jouer un match de bouffball. Et ouais, le bouffball me faisait bien marrer. Du coup, j'aimais bien. Trop bien. Ça fait plaisir d'entendre. Ah, et hors sujet, mais je profite de t'avoir au tel pour te demander, mais où est-ce que t'as eu ta boucle d'oreille? Waouh, je crois que c'était dans une petite boutique, mais je me souviens plus du nom. Je peux essayer de retrouver si tu veux. Ah, si c'est pas trop compliqué, je veux bien. D'ailleurs, désolé de te demander ça, mais ça t'embêterait de m'envoyer une photo de plus près pour que je puisse voir les motifs? Ouais, avec grand plaisir, mec. Bah attends, je t'envoie ça tout de suite. Oh, merci. Ah, je l'ai déjà reçu. Tu gères. Ah, par contre, je sais que c'est chiant, mais ça t'embêterait d'en faire une avec plus de lumière? J'avoue que là, c'est un peu sombre. Non,
non, t'inquiète, je te le fais juste après du coup. No prob et merci d'avance. T'aimerais t'acheter la même? Ouais, j'hésite. Seulement, je me demande si 2 comme ça, ce serait cool ou un peu too much. Les 2, ce serait peut-être un peu too much. Mais d'ailleurs, là t'es où? T'es chez toi? Là, oui. Mais je vais voir ce que je fais dans les jours suivants à cause des ombres. Je comprends. Bon, allez, je vais te laisser. Courage pour tes prochaines vidéos. Prends bien soin de toi et fais attention aux ombres, hein. Allez, force l'ami. Merci beaucoup mec, fais attention à toi aussi. Et hâte de voir tes prochaines vidéos d'ailleurs. A plus. Ciao. Donc on découvre un nouveau sport, le bouffball, un sport extrêmement agressif où l'objectif est d'amener la balle derrière la ligne adverse pour marquer des points. Du rugby, quoi. Si ce n'est qu'il n'y a que 5 joueurs, et que chaque joueur possède un équipement incluant un bouclier, des gants et des bottes de vitesse possédant des charges, mais je vais plutôt laisser Ruel l'expliquer. Le but est de placer la bouffe-balle derrière cette ligne de fond, là-bas. À chaque fois qu'on fait ça, on marque un point. À la fin du match, l'équipe qui a le plus de points gagne la partie. Les bottes possèdent 2 types de charges. Une charge de vitesse et une charge de saut. Les gants ont des charges de force. Et le bouclier des charges magiques de protection. Il y a 1 ou 2 lanceurs, 1 ou 2 voltigeurs, 2 défenseurs et évidemment dans le tas un capitaine. Et on va avoir droit à 3 épisodes sur un seul match de bouffball. Et bouffball team, nous sommes tous des machines. Et bouffball en win. Yeah. Je veux jouer au bouffball mais seul bémol c'est mon premier jour. Y'a de grandes chances que je me fasse écraser. Yeah. On ne va pas gagner, être humilié. Où ils gagnent leur match et deviennent champions de bouffball. Waouh, ils sont vachement forts pour des débutants. Bon, excepté Ruel qui est l'ancien capitaine de l'équipe du Real. Du Real Boitard, qui était une équipe excellente à l'époque et qui remportera la coupe avec l'aide de nos joyeux lurons. Mais j'ai quel âge? Bref, à savoir que le bouffball est vraiment important dans l'univers d'Ankama, à tel point qu'une BD dédiée à ce sport sortira. Et dans le film Dofus, un jeune fanboy du nom de Joris espère voir son idole lors des phases de recrutement de son équipe de bouffball. En gros, c'est le Quidditch du monde des sorciers. Après cette victoire et grâce au prix, ils achètent un bateau et partent enfin en mer. Pendant leur trajet, ils ont une petite frayeur de la part de Gruffon, la carte, qui se la joue film d'horreur. En ayant fusionné avec une arachnée, il réussit à capturer toute la bande, mais Hugo lui propose de devenir son gardien, car comme je l'avais déjà précisé plus tôt, Gruffon est un chouchou mineur, et il accepte le marché. L'équipe tombe ensuite sur une tribu de Sadida primitive et rencontre un dieu singe qui ressemble énormément à Babouche, et ils finissent par se cracher sur une île, mais malheureusement ils se retrouveront séparés par l'accident. D'un côté Hugo, et de l'autre... les autres en fait. D'un côté heureusement car ils se retrouveront juste face à un dragon. Dragon, y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. De son côté Hugo tombe sur un drôle de Gugus, Adamaï. C'est bien moi, le magnifique, folklorique, charismatique, angélique, volcanique Adamaï, qui a carrément la même voix que Dorothée Pousséo. Sûrement parce que c'est elle. Je connais tellement sa voix que j'ai du mal à ne pas l'entendre. Mais bref, c'est un détail, c'est pas grave, elle fait quand même un super taf. Donc Hugo doit réussir à attraper Adamaï, chose qu'il réussit assez vite, et celui-ci lui apprend que c'est son frère. Comme si c'était une surprise, pourquoi ça? Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et alors que les 4 loustiques essayent de survivre aux attaques de gros Galororgan, l'armée de Nox arrive sur l'île avec pour objectif d'absorber les Wakfu du dragon. Hugo et Adamaï affrontent les sous-fifres du Xelor, puis partent prévenir les autres qui étaient en train de se mettre d'accord. Par contre, j'ai du mal avec le nom du dragon. C'est quoi déjà? Grogaloragran a fait son devoir. Grogaloragran, Nox a trouvé l'île, il arrive. Alors le temps presse, Hugo. Viens. Grogaloragran a des choses importantes à te dire. Groga Bob Moran? Donc Groga Deltaplane parle à Hugo de l'Héliacube, un artefact magique héliatrope, la classe de Hugo, qui augmente la puissance de celui qui l'utilise, et c'est actuellement Nox qui en est le détenteur. Ils partent alors pour l'abattre, mais une fois en face, le dragon téléporte la team bien loin du combat. Commence alors un combat titanesque entre 2 monstres de puissance, aux chorégraphies épiques, mais c'est finalement le Xelor qui gagne l'affrontement, mais bien aidé par l'Héliacube. De leur côté, Adamaï et Hugo ressentent le trépas de leur ami, mais heureusement, le jeune dragon apprend à son frère que Groga peut renaître si son Dofus de sauvegarde est bien protégé. Un Dofus, déjà, c'est... un œuf. Je l'ai pas dit? Je sais plus, peut-être. Eh ben, faut être patient avec toi, hein. Mais bon, moi non plus, je sais plus. Les Dofus, c'est ça.
Toutefois, ceux-là, ce sont des Dofus primordiaux, qui contiennent seulement des dragonnets. Les Dofus héliatropes, eux, comme expliqué plus tôt, possèdent donc un dragonnet, mais aussi un bébé héliatrope. Il faut donc savoir que chez les dragons héliatropes, le Wakfu repart dans le Dofus de sauvegarde pour reprendre vie avec le temps. C'est pour cette raison que Yugo et son frère partent à sa recherche pour protéger Gruga Macédoine, pendant que les autres se dirigent vers le royaume Sadida, car Nox en a maintenant après l'arbre de vie, qui détient une énorme quantité de Wakfu. C'est donc l'heure de la séparation pour l'équipe, qui se donne un nom d'ailleurs. Et pourquoi pas la communauté de l'anneau? Mais comme c'est déjà pris, ça part sur... La confrérie du tofu! Ah, c'est éclataxe. Et calmez-vous, si vous aimez bien, je respecte et je comprends évidemment. C'est un avis totalement subjectif. Même si tous les avis sont subjectifs, mais bref... Yugo et Adamai partent alors et essayent d'améliorer la maîtrise de Wakfu de l'héliatrope, pendant que le reste de la bande arrive au royaume Sadida, mais ne sont pas hyper bien accueillis. Oui, déjà, c'est le prince Armand, le frère d'Amalia, qui gouverne, car le roi est depuis quelque temps avec l'arbre de vie, et à cause de propos légèrement racistes envers les Yop et de jalousie liée à Évangéline, ça part en combat entre Pimpin et les gardes Sadida, puis Pimpin contre le prince Armand. Mais ça dérive très vite, car Tristepin se laisse contrôler par Rubilax, et blesse la jeune Kra en lui brisant son arc. Pour l'amour de Kra, arrête! Et waouh, super scène. Alors que la relation entre ces deux-là s'était vachement améliorée, cette action les éloignera presque définitivement. Faut dire que pour les Kra, il n'y a pas de plus grand affront que de perdre son arc. Bref, la scène marche bien, l'émotion est ultra forte, on est pris dans le truc. En plus de ça, cette affaire mènera Ruel en prison, accusé d'être le complice du Yop. Il s'enfuit d'ailleurs peu de temps après, en se téléportant avec son sac. Amalia et Évangéline chercheront à contacter le roi. Armand, n'écoutant plus rien, enferme Amalia, mais avec l'aide de Joris, un étrange personnage, les deux filles arriveront à atteindre l'arbre de vie. Seulement, encore une fois, ça vire au cauchemar. Le sol s'effondre et Amalia disparaît, Évangéline qui n'est pas loin derrière ne la retrouve pas. Par contre, elle tombe sur Tristepin, qui s'excuse pour son acte et lui montre très explicitement qu'elle lui plaît. Évidemment, c'est pas si facile, il lui a fait trop de mal. C'est de la maladresse, mais j'aimerais que ça marche entre nous. Et pour mon honneur, tout ça c'est de la faute de mon chouchou. C'est une famille, j'aurais pas dû être jaloux. Et je voulais qu'on adopte un pauvre tout. Mais en fait, Tristepin n'est pas vraiment là, c'est une illusion créée par l'arbre de vie, et Évangéline le réalise et arrive à en sortir et libérer Amalia et son père. Pendant ce temps, Joris retenait Armand, et c'est finalement le roi Sadida qui vient calmer la situation et remettre les idées en place du prince. Bon, il faut que je vous parle un peu de Joris. Joris est un personnage très mystérieux dans cette série, qui a l'air extrêmement puissant, et pour cause, il a des sacrées origines. Mais pour savoir tout cela, il faut regarder Dofus livre 1, Julite, le film d'Ankama complètement dingue. Sans rigoler, il y a un niveau d'animation extrêmement impressionnant qui, si j'ose dire, est au même niveau que certains Ghibli et autres films d'animation de grande qualité. Le scénar est aussi super cool, et il y a un côté mature très surprenant. Bref, faut voir ce film. Genre, 12 fois. Je pense. Et on se concentre particulièrement sur Joris et ses origines, et sur le bouffe-ball aussi évidemment. Mais anyway, revenons à la série. Alors que les filles sont enfin en train de se préparer à l'arrivée de Nox avec le peuple Sadida, Ruel, lui, est chez lui, alors que Yugo et Adamai avancent dans leur quête. Yugo a beaucoup progressé sur sa maîtrise du Wakfu, et il a même débloqué de nouveaux pouvoirs. D'ailleurs, ils sont poursuivis par Igol, le chien-chien de Nox, qui est particulièrement rapide et finira même par avaler Adamai pour le recracher après. Peut-être le passer ce passage-là, non? Peut-être oui. Mais faut savoir que même l'arc narratif du chien-chien est intéressant. Effectivement, je vais vous épargner ce passage, bien qu'il est génial, et reprendre directement quand on retrouve Tristepin, complètement déprimé. Il en veut énormément à Rubilax et décide de l'abandonner et l'enterrer pour que plus personne ne soit emmerdé par le chouchou. Il part alors dans le désert, complètement déshydraté et encore plus dépité. Tout le monde me prend pour un abruti, et on me dit que j'ai mauvaise haleine. Réfléchir, c'est vrai que c'est pas trop mon domaine. Être une cervelle diop, c'est dans mes gènes. Heureusement, après ce petit coup de mou, il va tomber sur le tombeau de son défunt maître, et finalement le voir. Bien vivant. Bon, c'est normal, Gultar est en réalité un demi-dieu, fils du dieu Yop. Carrément. Non mais c'est un bordel. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste hyper dense. Donc Gultar remotive son disciple et l'entraîne pour affronter Rubilax, qui revient en ayant possédé une chenille au préalable, et le demi-dieu libère le chouchou pour que Tristepin le combatte sous sa forme originelle de démon. L'affrontement commence alors, et Tristepin de Percedal est confiant, étant donné la petite taille du démon,
Toutefois, celui-ci possède la capacité de grandir à chaque fois qu'il se fait frapper, ce qui ne va pas aider le Yop. Et c'est presque arrivé à bout de force que Pimpin pense à retourner le pouvoir du démon contre lui et le bloque entièrement dans le tombeau de son maître, alors que celui-ci est déjà parti. Enfin respecté par Rubilax, Tristepin devient un véritable gardien et repart au royaume Sadida pour rejoindre la confrérie du Tofu. De leur côté, Yugo et Adamai ont récupéré le Dofus de Gros-Galor Avoine. Enfin, c'est surtout Yugo qui a fait tout le taf, mais bref. Ils partent aussi rejoindre la bande, car Nox et son armée sont en route. Vous savez, on dit souvent, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Mais vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce qui arrive. Les Grouilleux, des créatures que Nox commande, sont déjà là et l'armée Sadida ainsi que certains Kras les affrontent. Pendant qu'Amalia, Evangeline, Yugo et Adamai, eux, combattent une drôle de créature. Un espèce de Sadida étrange qui est contrôlé par Nox. Et ce drôle de gars est dangereux et prépare un truc louche. Et c'est à ce moment-là que le brave et débile Tristepin fait son retour en sauvant sa très chère Kra. Problème, le Sadida louche en a profité pour partir et invoquer l'horloge de Nox, avec le Xelor à l'intérieur. En somme, c'est l'heure du combat final. Sur NES ? Non, pardon, mais j'ai aucune vanne aujourd'hui. Je m'en veux. Non, mais t'inquiète. Le truc, c'est qu'il faut pas se forcer. Sinon, ça se voit. Ouais. Ou combat final ? Le film de 2016. Mais c'est même pas une blague ! Tu cites des trucs avec combat final dedans. Non, mais t'as raison, faut pas se forcer. L'arrivée de Nox démoralise toute la bande qui perd tout espoir de victoire. Jusqu'à ce que Tristepin, pour une fois, réussisse à remotiver toute la bande. Contrairement à d'habitude où il se prend un tas de cervelles de Yop. Cervelle de Yop. Cervelle de Yop. Tête de Yop. Ouh, cervelle de Yop. 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 Qui sont tous mérités. Là, en se servant de sa tête, il sauve la situation en les empêchant de s'abattre sur leur sort. Move qui plaît énormément à Eva. Des fois, t'es beau quand t'es bête. Bon, il a pris un taquet gratuit, mais ça reste mignon. En attendant, ils ont des sacrés types à affronter, car en plus des Grouilleux et de Nox, il y a le Sadida étrange, qui est une marionnette de Nox, ainsi que 3 autres marionnettes qui ont bien fait chier Gruga Deltaplane. Heureusement, l'arbre de vie fusionne avec Amalia et ils écrasent les marionnettes. Donc maintenant, devant la confrérie du Tofu, il ne reste que Nox, qui se trouve dans son horloge avec l'Elia Cube, et un robot extrêmement puissant. Un gros combat débute alors avec ce robot qui prend vite l'ascendant, Adamai finit même KO, et c'est Tristepin qui prend le relais aidé par Rubilax, et il finit même par se sacrifier pour protéger les 2 filles qui allaient prendre un coup fatal, ce qui permet à Yugo et Adamai de rentrer dans l'horloge de Nox pour récupérer l'Elia Cube et terrasser Nox. En tout cas, beau geste de Pimpin. Seulement, le robot, lui, est toujours entier, et du coup c'est un peu la merde, mais au dernier moment, alors qu'on l'attendait plus, Ruel arrive dans un véhicule avec une sorte de foreuse et explose la machine. Seulement, il ne vient pas fêter ça, car Tristepin est au plus mal, et pour couronner le tout, le robot se relève. Heureusement, Joris est là pour sauver nos amis et détruit définitivement l'appareil, pendant que Pimpin disparaît aussi. Attends, quoi, il est vraiment mort ? C'est un vrai sacrifice ? Ils vont jusqu'au bout ? Et oui, notre cervelle de Yop disparaît en héros après avoir combattu comme un champion et laissant ses amis en deuil. Toutefois, il reste encore Nox contre les 2 frères. Et c'est interminable, dans le bon sens du terme. Oui, parce qu'avant le dernier affrontement, on en apprend plus sur Nox, qui cherche à remonter le temps pour ressusciter sa famille décédée lors du grand déluge. Et alors que Nox commence à aspirer le Wakfu de l'arbre de vie, qui transforme au passage les Sadida en arbres, Yugo, fou de rage, car il a vu son ami mourir, s'attaque au Xelor. Là, on assiste à un combat majestueux. Les 2 frères arrivent à s'en sortir face au magicien du temps au pouvoir démesuré. Amalia, elle, se transforme aussi en arbre, et Evangeline s'écroule, alors que Ruel et Joris, impuissants, ne savent pas quoi faire. Yugo arrive à dépasser les sorts de ralentissement de temps, mais n'arrive pas à venir à bout de ce quasi-dieu. Nox réussit à absorber tout le Wakfu et remonte dans le temps de 20 minutes. 20 minutes ? Tout ce Wakfu dépensé pour faire un bond de 20 minutes dans le temps ? L'horloge tombe alors en ruine et Nox, après avoir dit au revoir à Yugo, disparaît. Les Sadida vont tous finalement bien, ayant remonté le temps de 20 minutes, mais Pimpin, lui, est véritablement parti. Et c'est sur un plan de la confrérie du Tofu, devant la statue de leur ami, que se termine cette saison douce amère. Faut parler là. Ouais. Bon, déjà j'ai envie de chialer, parce que waouh, c'est tellement bien amené et tellement bien réussi cette mort. Oui. Une fin où les héros n'ont pas vaincu le méchant et où un des équipiers meurt réellement, fallait oser. On nous préserve pas pour nous faire plaisir, on nous procure de vraies émotions. Oui. Enfin, meurt réellement. Enfin bref. C'était génial. L'écriture est superbe, le dessin animé débute tout gentiment pour devenir de plus en plus sérieux et avoir une animation de plus en plus quali, qui nous en envoie plein les yeux, c'est juste magique. Pareil, on a un humour vraiment efficace, qui m'aura fait lâcher plusieurs rires francs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant c'est le moment de...
Fuis! Cuire des pains? Non merci, je préfère les distribuer. Mon père était un pauvre voleur, c'est sa trace à lui que j'ai suivie. Vu le succès que j'avais auprès des femmes à l'époque, qu'est-ce qui te dit que c'est pas moi ton père, hein? On a insinué que la masse musculaire de Jay était inversement proportionnelle à celle de sa cervelle. Ils viennent que de plus de nous prouver que les mauvaises langues ont toujours raison. Non, vous donnez pas cette peine, je connais le chemin. Salutations à votre dame. Mais aussi un développement de personnages vraiment intéressant. Toutefois, j'en ai quand même déjà bien parlé dans le résumé. Entre les progrès de Pimpin et son sacrifice, les motivations de Nox bien exploitées et l'évolution de Hugo et Amalia, on en apprend plus sur Huel aussi, qui reste tout de même assez mystérieux, et Evangeline qui s'ouvre doucement à Tristepin, mais peut-être un peu tard. L'univers est vraiment très crédible, par ses connexions avec les autres médias déjà, les jeux, les BD, mangas, etc., mais aussi pour les expressions utilisées constamment. Qui vole un œuf, vole un bouffe-tout. Quand le soleil brille, les camas scintillent. Ah ben je comprends pourquoi y a pas un chacha dans le coin. Prends-moi pour une minotaurore. J'ai une faim de mulou. J'avais une faim de mulou. Pas mal de parodies à la pop culture bien amenées. Vous croyez qu'ils ont des sacs Adidas? Mon nom est Monde. Smith Bond. Et pourquoi pas la communauté de l'anneau? Trop évident, ça a sûrement déjà été pris. Un générique personnalisé pour chaque épisode, j'entends par là qu'ils terminent tous par l'antagoniste de l'épisode, et même des fois avec Tristepin quand c'est lui qui affronte l'ennemi du jour, puis chaque ending se termine avec un gag différent faisant lien avec l'épisode. Le casting VF est aussi tout bonnement parfait, les OST aussi, en bref... Wakfu est un dessin animé ultra généreux. Il nous donne beaucoup tout au long de cette première saison, et ça... pour notre plus grand plaisir. Bon, c'est cool, du coup il va bien. Alors, et 2 boucles d'oreilles comme Dan? Je suis désolé, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Ça tirait pas du tout. Je pense que 2, ça ferait très, voire trop féminin, non? Bah tiens, justement c'est lui. C'est la deuxième photo que je t'ai demandé. Et non, en vrai, je suis pas intéressé par la boucle d'oreille. Hein? Ah bon? Bah, pourquoi lui avoir demandé alors? Ah tiens, regarde. Et je dois voir ou comprendre un truc spécifique là? Il a enlevé sa boucle d'oreille pour prendre la photo. En effet, et comme mes boucles d'oreille, celle-là est très pénible à remettre. Donc il a préféré se faire chier à l'enlever, sachant qu'il allait galérer à la remettre, au lieu de mettre le flash. Oui, enfin, il est super gentil, Dan aussi. Oui, d'accord. Mais il aurait eu le même résultat sans galérer, donc pourquoi se compliquer la vie pour rien? D'autant plus qu'il m'a demandé une chose très bizarre. Il voulait savoir où t'étais? Il voulait savoir où j'étais. Dan est mort, et c'est son ombre que j'avais au téléphone. Mais t'en es sûr? À 90%. Déjà le fait qu'il esquive le flash, quitte à s'embêter pour remettre la boucle d'oreille, qu'il remettra d'ailleurs pour pas se faire griller, et le fait qu'il ait besoin de connaître ma localisation, rend pour moi ça évident. J'avoue que c'est fort probable. Et ça confirme aussi que les ombres en ont après moi. Va falloir qu'on comprenne pourquoi maintenant. Eh bien, je pense, et attention ça va pas te plaire, qu'elle n'aime pas du tout tes vidéos.